Undeclared wars are commonplace. Les guerres non déclarées sont devenues monnaie courante. C'est tragique, mais notre gouvernement mène des guerres préventives, autrement dit, des guerres d'agression, sans que le peuple américain ne s'en plaigne. Malheureusement, nous nous sommes habitués à vivre avec l'usage illégitime de la force par l'État. Pour construire une société vraiment libre, il faut comprendre et rejeter le principe même de l'initiation de la force. Et si parfois, aimer son pays voulait dire qu'il fallait changer, ou même abolir, le gouvernement? Et si Jefferson avait raison? Et si le meilleur gouvernement, c'était celui qui gouverne le moins? Et si c'était dangereux d'avoir raison quand le gouvernement a tort? Et s'il valait mieux mourir en se battant pour la liberté que vivre en esclave? Et si le moment le plus critique pour la liberté, c'était maintenant? Bonjour à tous. Le juge Andrew Napolitano pour Judging Freedom. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 20 mai 2026. Max Blumenthal est avec nous. Alors, le même jour, c'est un plaisir, mon cher ami. Le même jour où le gouvernement a annoncé avoir conclu un accord avec le chef de l'État pour ne pas enquêter ni contrôler aucune de ses déclarations d'impôts, alors même que plusieurs étaient en cours d'audit, le président a marmonné quelque chose à propos de la fin de la guerre et la bourse a battu un record. Combien de temps une absurdité pareille peut-elle durer? Et surtout, qui a profité de tout ça au moment où ça s'est produit? Alors, combien de temps ça peut durer? C'est ça la question? Oui, je pense qu'on en a encore pour 3 ans comme ça. Et quand on regarde l'élection dans le Kentucky, Trump voit ça un peu comme un mandat pour continuer ce genre de comportement et pour faire tout ce qu'il peut afin de protéger sa famille, sa mafia et ses proches de toute responsabilité, une fois que ce règne de corruption sans précédent prendra fin. Je veux dire, c'est devenu tellement extrême que Hunter Biden est en quelque sorte en tournée nationale, lancé dans l'émission de Candace Owens. Parce qu'en ce moment, comparé à Donald Trump Jr., il passe presque pour Ralph Nader. Il a l'air de... Enfin, il n'y a aucun doute que c'est le consommateur américain qui paye pour la guerre de Trump. Moi, je paie $5,25 le gallon d'essence dans le nord-ouest du New Jersey. À Washington, c'est sans doute encore pire. Oui. Oui, c'est la hausse des prix. Israël d'abord. En fait, tout ça vient de la fermeture du détroit d'Ormuz, à propos de laquelle Trump avait été prévenu par le directeur du bureau Iran du Conseil de sécurité nationale, Nate Swanson. Et qu'est-ce que Trump a fait? Il a viré Nate Swanson sur ordre de Laura Loomer, qui, il y a 3 jours à peine, justifiait une fusillade de masse dans une mosquée à San Diego et qui garde un accès direct à Donald Trump. Résultat, on se retrouve avec une économie qui part en vrille. L'essence dépasse les $6 le gallon, ici, dans la région de Washington, au moins pour le carburant premium. Et je pense que l'un des pires effets pour l'économie, c'est que tout le monde s'attendait à une baisse des taux d'intérêt. Non seulement ils ne vont pas baisser, mais ils risquent même d'augmenter en juillet à cause de la crise sur les obligations. Toute la base de l'économie est en train de s'effondrer. Et les gens de la classe moyenne, qui avaient déjà très peu d'espoir de devenir propriétaires ou d'acheter la maison qu'ils voulaient dans cette économie, sont tout simplement écrasés. On parle aussi de $200 milliards de pertes de production économique. Le fait de ne pas baisser les taux pourrait coûter à l'économie ces 200 milliards. Quant au coût réel de la guerre, l'administration Trump l'avait estimé à 25 milliards. Il pourrait grimper jusqu'à 1000 milliards si on prend en compte le coût total. Et puis, il y a la production alimentaire.
C'est déjà une crise en Asie à cause du manque d'engrais. L'huile moteur, elle, est achetée dans la panique par les particuliers qui font eux-mêmes leur vidange. Et AutoZone a même publié une note interne pour prévenir qu'ils allaient faire face à une pénurie de 40 à 50% de lubrifiants. Alors, je comprends bien que Jared Kushner, Steve Witkoff et Mark Dubowitz de la Fondation pour la défense des démocraties n'ont sans doute jamais fait une vidange sur leur voiture de luxe. Donc forcément, ils ne peuvent pas vraiment se mettre à la place des gens. Mais pour le consommateur américain, c'est énorme. Et en réalité, c'est surtout l'Américain de la classe ouvrière qui en subit les conséquences. Ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est qu'ils souffrent à cause de la guerre sioniste de Trump. Et Donald Trump, encore aujourd'hui, je suis sûr que Chris a l'extrait, a déclaré qu'il était à 99% avec Israël et avec Netanyahou, et qu'il pourrait même se présenter comme Premier ministre d'Israël une fois qu'il aura fini d'être président des États-Unis. Il le montre ouvertement. Il nous le jette à la figure. Wow. Il a affirmé mardi qu'il avait annulé les plans de guerre prévus pour mercredi parce que les dirigeants des États du Golfe le lui avaient demandé. Aucun de ces dirigeants n'a publiquement reconnu avoir parlé avec Trump la semaine dernière, et 3 d'entre eux ont même nié avoir fait une telle demande. Alors, est-ce qu'il envisage vraiment ces attaques ou est-ce que c'est simplement sa personnalité, sa manière de négocier? Il envisage clairement une attaque. Et s'il ne l'envisage pas lui-même, c'est qu'Israël la prépare, ce qui entraînerait forcément Trump, vu l'influence et le pouvoir qu'ils ont sur lui. Israël risque d'intensifier très bientôt ses actions au Liban pour provoquer ce type d'escalade avec l'Iran. Israël ne peut pas se passer d'une guerre. Netanyahou, personnellement, ne peut pas se passer d'une guerre contre l'Iran. Et Donald Trump risque de s'y engager aussi, parce qu'il ne supporte pas l'échec. Il ne trouve pas de porte de sortie. Pourtant, sur le plan militaire, il n'a aucun objectif atteignable. Il lui est pratiquement impossible d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Pensez à ce qu'a déclaré le général Dan Kane, le président des chefs d'état-major interarmés du Pentagone, lors de son audition. Il répondait alors au sénateur Richard Durbin, de l'Illinois, qui lui demandait « Pourquoi ne pouvez-vous pas ouvrir le détroit d'Ormuz avec cette armée colossale qui coûte des milliers de milliards de dollars face à un pays qui consacre à peine une fraction de ce budget à sa défense ?» Et Dan Kane a répondu « Eh bien, il y a beaucoup de petites embarcations qui pourraient harceler notre marine et nos navires. » En disant cela, il reconnaissait que l'armée américaine a échoué, qu'elle a perdu, et que Donald Trump, quand il affirme que la marine iranienne a été détruite, ment. Le corps des gardiens de la révolution islamique a d'ailleurs déclaré aujourd'hui sur les réseaux sociaux avoir frappé un bunker nucléaire dans la ville israélienne d'Arad, qui est en réalité la ville où vivent les employés du site nucléaire secret de Dimona. Et ils ont produit une image pour illustrer leurs propos. Ils ont aussi déclaré avoir modernisé leurs missiles balistiques sur plusieurs générations, pendant la période entre la dernière série de conflits et la prochaine, qu'ils jugent inévitable. Ces missiles balistiques, disent-ils, vont saturer l'espace aérien des États du Golfe, en particulier celui des Émirats arabes unis. Si Donald Trump attaque l'Iran, ils détruiront les usines de dessalement. Ils détruiront les infrastructures pétrolières. Ils détruiront le port de Fujairah, aux Émirats, qui jusque-là était considéré comme un refuge sûr. Et ces pays plongeront alors dans une crise existentielle, dans la ruine. Et peut-être que ces monarchies cesseront d'exister. Voilà, selon Trump, la raison pour laquelle il aurait décidé de se retirer. Mais, vous savez, Trump pourrait aussi mentir et utiliser tout ça comme une sorte de ruse. Donc, ça pourrait arriver n'importe quel jour. Wow.
Waouh, waouh. Quelle est votre opinion sur la défaite du député Thomas Massie et sur l'influence du lobby sioniste dans cette primaire républicaine au Kentucky? J'ai sans doute trop de choses à dire pour le temps qu'on a dans cette conversation. Et puis, il n'y a pas grand-chose à ajouter qui ne recoupe pas déjà ce que vos autres invités vont dire, ou ce que toute personne qui suit un peu ce qui se passe dans ce pays depuis quelques années dira. En gros, Israël a truqué une primaire républicaine. Et maintenant, des commentateurs pro-israéliens liés aux grandes entreprises, comme Jake Tapper, essaient de faire croire que c'est simplement à cause de la popularité de Trump que Massie a été écarté. Mais par qui a-t-il été écarté, au juste? Par une sorte de corps présent, à peine. Je ne sais même pas si on peut dire que c'est un corps présent. Moi, j'appellerais ça un candidat zombie israélien. Ed Gowreen, qui prétend avoir fait partie de l'unité des Navy SEAL Team 6, est probablement un analyste. Il a effacé la plupart de son dossier. Tout est entouré de secrets. Il répète sans cesse qu'il a participé à des missions secrètes dans des endroits qu'il ne peut pas nommer. Il ne parle jamais à la presse, n'a répondu à aucune question après avoir présenté Pete Hegseth, qui se fait appeler le secrétaire à la guerre, et qu'il a faussement décrit comme un ranger de l'armée. Un groupe de types qui gonflent leur passé militaire et se livrent à ce qu'on appelle du vol de prestige. Mais au fond, ça n'a pas vraiment d'importance. Avec tout l'argent injecté dans cette petite circonscription rurale, ils auraient pu faire élire une pomme de terre. On parle de 35 millions de dollars, ce qui en fait la course au Congrès la plus chère de l'histoire. Le coût par vote, c'est combien, au juste? Mes calculs sont peut-être un peu flous, mais il y a eu environ 100 000 votes. Plus de 10 000 des votes pour Ed Gowreen étaient des bulletins envoyés par courrier. Ed Gowreen a obtenu environ 375% de voix de plus que les derniers adversaires de Thomas Massie en 2024. Très inhabituel. Vraiment très inhabituel. Est-ce que Thomas Massie s'est fait 2020iser? C'est la question que beaucoup de partisans de America First se posent en ce moment. Mais la vérité, c'est que cette élection était tout simplement truquée, parce que l'argent venait principalement de Miriam Adelson et Paul Singer, les deux plus gros donateurs, qui donnent uniquement en fonction d'Israël. Toute cette course était en réalité un référendum sur Israël, comme l'a déclaré Haaretz. Et contrairement aux deux autres campagnes les plus coûteuses de l'histoire du Congrès, qui avaient elles aussi été financées par des intermédiaires non enregistrés liés à Israël, cette fois, ce n'était pas fait en cachette. La défaite de Jamal Bowman, qui a coûté environ 10 millions de dollars, et celle de Cori Bush, autour de 9 ou 10 millions, avait été menée par un comité d'action politique discret. Les publicités qui les attaquaient ne parlaient pas d'Israël. La main d'Israël était dissimulée, même si ces mêmes donateurs proches des Républicains et du Likoud finançaient, à travers ces super PAC, une primaire démocrate. Mais dans ce cas, la Republican Jewish Coalition, entièrement financée par Miriam Adelson, Bernard Marcus et d'autres milliardaires pro-Israël, n'a même pas cherché à le cacher. Le porte-parole du RJC a déclaré « Nous allons gagner cette élection ». Il ne parle même pas du Parti républicain. Il parle d'Israël. C'était clairement un avertissement adressé à tous ceux qui voudraient faire ce que Thomas Massie a fait, présenter la loi sur les pouvoirs de guerre concernant l'Iran et essayer réellement de la faire adopter, rendre public les dossiers Epstein, ou encore proposer une résolution ou un projet de loi pour enregistrer l'AIPAC. Non, ça, vous ne pouvez pas le faire. En revanche, ce que vous pouvez faire, et c'est là que je trouve ça fascinant, c'est ce que tout cela révèle sur Trump et sur le Parti républicain d'aujourd'hui, qui s'est construit autour de lui, mais aussi sur les forces qui définissent Trump. Et donc, le Parti républicain, c'est qu'on peut être un candidat républicain plutôt fidèle à Trump, mais qui ne soutient pas
les expulsions massives, celles-là même sur lesquelles Trump a fait campagne. On peut être un candidat républicain plutôt fidèle à Trump sur la guerre en Iran et en même temps modérément pro-choix sur l'avortement, comme Nancy Mace par exemple, sans que Trump cherche à vous détruire. La ligne rouge, c'est Israël, et c'est la priorité absolue de l'administration Trump. C'est ce que montre, et veut montrer, la défaite de Massie. Et ça met en lumière toute la farce du Parti républicain et de sa direction depuis Reagan. Parce que les dirigeants républicains ont toujours été, en gros, des vitrines pour le 1%, des porte-paroles de ce qu'on peut appeler la classe capitaliste ou la classe Epstein. Et sous Trump, cette classe capitaliste du Parti républicain, cette aile-là, est ouvertement sioniste et proche du Likoud. C'est ça, leur priorité. Mais alors, comment mobiliser les électeurs? Comment on fait pour mobiliser les électeurs blancs, protestants ou catholiques dans les États républicains ou les États clés, ceux qui n'ont pas fait d'études supérieures? Eh bien, on fait campagne sur les questions culturelles. On ne parle pas d'Israël. C'est ce qu'a fait Donald Trump. Il a fait campagne sur l'immigration, qui était une vraie crise à l'époque, en 2016. Il a aussi parlé des hommes biologiques dans le sport féminin. Il a utilisé tous les grands thèmes culturels classiques, comme l'avait fait George W. Bush. Mais aujourd'hui, il a abandonné tout ça. Donald Trump ne pousse plus pour des expulsions massives. Il ne tient plus une ligne dure contre les personnes trans, même s'il lâche parfois une remarque. En ce moment, sa seule ligne rouge, son principal sujet, c'est Israël, la guerre avec l'Iran. Et il faut le dire aussi, il a fait campagne sur le pouvoir d'achat, à cause de l'inflation qui augmente sous Biden. Il ne se soucie plus du tout de la question du pouvoir d'achat. Il montre ouvertement qu'il n'en a rien à faire. Il a même déclaré publiquement qu'il ne se préoccupait ni des prix ni de l'accessibilité, qu'il devait continuer à maintenir un siège contre l'Iran. Voilà, c'est ça. En fait, c'est la seule chose qui définit Donald Trump. Sa loyauté envers les milliardaires likoudniks qui le contrôlent et qui représentent Israël comme la principale cause motrice du Parti républicain, au point qu'ils essaient carrément de faire d'Israël le principal sujet culturel pour les électeurs de la droite chrétienne, qui forment le bloc le plus organisé, en faisant un enjeu plus important pour eux que même l'avortement ou, vous savez, les questions LGBT. Et ça, c'est très significatif, et ça va façonner le Parti républicain dans les années à venir. Mais est-ce qu'on ne voit pas, petit à petit, une réaction contre la domination sioniste dans la politique américaine? Vous ne le ressentez pas, vous? Je le ressens. Je veux dire, tout le monde qui regarde ça fait partie de cette réaction, oui. Mais ça ne va pas se jouer dans le Parti républicain sous Donald Trump. Thomas Massie et Marjorie Taylor Greene, eux, représentaient cette réaction. Massie a toujours été, disons, opposé à ces 4 milliards de dollars d'aide à Israël, mais il est devenu beaucoup plus vocal après le génocide à Gaza, d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Et Marjorie Taylor Greene, elle a complètement changé de position sur ce sujet, et ils ont été anéantis. Donc, le vrai terrain de confrontation sur cette question, dans les 3 ou 4 prochaines années, ce sera le Parti démocrate. Et on verra les démocrates, d'une manière beaucoup plus insidieuse, chercher à écraser ceux qui veulent représenter le cœur et l'âme de leur base, celles qui s'opposent à l'envoi d'armes à Israël, à près de 90%. Il n'existe pas de base populaire pro-israélienne au sein du Parti démocrate. Et ce sera, encore une fois, je pense, une nouvelle illustration de l'oligarchie et du caractère antidémocratique du duopole. Quand on verra ces voix et ces figures être écrasées à l'approche des primaires et de la Convention démocrate, une fois de plus.
Peu avant notre passage à l'antenne, le ministère de la Justice a annoncé l'inculpation de l'ancien président cubain Raúl Castro, accusé d'avoir ordonné l'abattage un ou deux avions partis des États-Unis en direction de Cuba. Je suis sûr que vous allez pouvoir nous éclairer sur tout cela. Eh bien, cette cérémonie, j'ai pu en voir quelques minutes avant qu'on entre en direct. C'est une cérémonie, pas une conférence de presse classique, où le département de la justice se présente avec des fonctionnaires austères pour annoncer, devant les journalistes habitués à couvrir le DOJ à Washington, dans leur bâtiment de Pennsylvania Avenue, une nouvelle affaire. Là, c'était à Miami. Et c'était devant un groupe de proches de la mafia de Miami, des gens impliqués depuis des décennies dans des opérations de changement de régime et des actions terroristes contre Cuba. Il y a même eu des applaudissements quand l'acte d'accusation de Raúl Castro a été lu. Et je pense qu'il est important de comprendre l'histoire derrière tout ça, de voir comment le département de la justice est en train de renverser non seulement l'histoire, mais aussi la morale et le droit international, juste pour pouvoir inculper Castro, qui était ministre de la Défense à l'époque de cet incident, en 1996. Brothers to the Rescue faisait partie de cette vaste mafia de groupes impliqués depuis des décennies dans des actions terroristes soutenues par la CIA contre Cuba, surtout depuis les années 70, en réalité, même depuis les années 60. Ils survolaient Cuba pour provoquer l'armée cubaine et ils larguaient des tracts appelant à un changement de régime, incitant la population à se révolter violemment contre le gouvernement. En 1996, les tensions étaient très fortes, tellement fortes, qu'un email de l'administration Clinton, que j'ai sous les yeux, contenait en gros une prédiction de ce qui allait se passer si Brothers to the Rescue était autorisé par la FAA à survoler Cuba. Nous avons reçu des informations. Nous sommes le 22 janvier 1996. Nous avons reçu des informations du département d'État indiquant qu'un autre vol non autorisé doit avoir lieu demain matin. D'après le département d'État, l'avion n'a pas survolé la Havane et n'a pas largué de tracts de propagande. Mais compte tenu de l'incursion de la semaine dernière, ce nouveau survol ne peut être perçu que comme une provocation supplémentaire envers le gouvernement cubain. Plusieurs responsables de l'administration Clinton ont protesté auprès de Brothers to the Rescue. Richard Nuccio, qui était le principal spécialiste de Cuba, l'interlocuteur de la Maison-Blanche sur les questions cubaines et les négociations avec Cuba, s'est même rendu directement à la FAA et au département des Transports pour exiger qu'on empêchait Brothers to the Rescue de survoler Cuba, car Cuba risquait de riposter. Le gouvernement cubain avait déposé une protestation auprès des États-Unis en exigeant qu'ils mettent fin à ces vols. Ils violaient l'espace aérien cubain. Souvenez-vous de ce qui s'est passé aux États-Unis quand de prétendus ballons chinois survolaient le pays. Ils ont été abattus par des F-22 et il s'est avéré que c'étaient des ballons de loisirs. Aucun pays n'accepterait une telle situation. Mais le vrai problème ici, c'est cette mafia cubaine dont j'ai parlé. Brothers to the Rescue ne faisait pas partie d'un réseau pacifique. Leur parrain, c'était un certain Jorge Mascanosa, un agent de la CIA qui dirigeait la Fondation nationale cubano-américaine, qui était en quelque sorte le principal centre de tous ces acteurs du changement de régime à Miami. Et Jorge Mascanosa était très proche d'un certain Luis Posada Carriles, qui travaillait aussi pour la CIA, ainsi que d'Orlando Bosch. Ces deux hommes, avec la bénédiction de Mascanosa et sous la direction de la CIA, ont fait exploser un avion cubain, le vol Cubana 455, en 1976, tuant 73 passagers. C'était l'un des nombreux attentats à la bombe qui, depuis des années, visaient les navires et les hôtels cubains.
Des Cubains ont même été abattus sur des plages pour empêcher le tourisme américain à Cuba par ce même réseau. Et donc le point culminant de ce conflit, ça a été l'abattage de ces avions. Mais le gouvernement cubain avait compris que ces vols faisaient partie d'un effort plus large, historiquement soutenu par la CIA, pour renverser leur gouvernement par la force. Et aucun gouvernement n'aurait toléré ça. Donc, Raúl Castro se retrouve inculpé pour avoir défendu son pays contre des terroristes soutenus par la CIA. Et cette inculpation ouvre maintenant la possibilité d'une nouvelle invasion de Cuba par des forces spéciales, et même de son enlèvement à l'âge de 95 ans. Ce serait répugnant, horrible, et ça ne mènerait pas aux négociations que je pense. Tout le monde à Cuba considère comme la vraie solution pour les Cubains qui souffrent du blocus pétrolier imposé par les États-Unis. Et juste un dernier point, ou plutôt un dernier élément à prendre en compte. Je voulais justement vous proposer de faire une petite pause, histoire de reposer un peu votre voix. Il a quel âge? 95 ans. Et ils l'ont inculpé pour quelque chose qui s'est passé il y a 30 ans. Oui, enfin, ce serait peut-être même difficile de le transporter physiquement, mais les scènes seraient sûrement pathétiques et bouleversantes. Marco Rubio a annoncé aujourd'hui un plan visant, en gros, à provoquer un changement de régime à Cuba. Et ce plan est fortement influencé et dirigé par un certain Jorge Mas Santos, le fils de Jorge Mas Canosa, le chef terroriste soutenu par la CIA à Miami. C'est le milliardaire propriétaire du club de football Inter Miami. Et il est au cœur du plan de l'administration Trump pour prendre le contrôle de Cuba et privatiser autant que possible. Je pense qu'il faut qu'il y ait un accord, qu'il y ait une négociation. Le peuple cubain souffre énormément en ce moment. Nous avons envoyé un reporter de The Grey Zone à travers tout Cuba pour vivre ce que les Cubains vivent. Il y a des décès en excès. On voit des villes se vider partout. Les gens doivent passer par le marché noir pour se procurer des antibiotiques à cause du blocus. Et il n'y a tout simplement plus d'énergie, plus de lumière. Il faut donc trouver une solution. Mais la solution de l'administration Trump est tellement extrême, au point de mettre, en quelque sorte, un pistolet sur la tempe de la figure la plus historique de la révolution cubaine, que toute vraie négociation, tout vrai accord devient impossible. Je ne vois que des conséquences néfastes à tout ça. Est-ce que Raúl Castro fait encore partie du gouvernement aujourd'hui, à 95 ans? Non, ce n'est pas le cas. Et je sais que le gouvernement est pressé de conclure un accord. L'administration Trump, elle, ne cesse de dire que les Cubains sont trop stupides et corrompus pour en faire un. Mais depuis des mois, surtout Marco Rubio, qui vient de ce milieu-là et qui représente les courants les plus extrêmes de la classe des gusanos de Miami, il a rejeté toute forme de négociation avec Cuba. Et maintenant, il a en gros donné un ultimatum à Cuba. Accepter 100 millions de dollars de dons via un mécanisme de distribution que nous choisirons, ce qui nous permettrait d'installer un gouvernement parallèle sur l'île, ou bien faire face à encore plus de morts et de souffrances. Franchement, je ne vois pas comment un gouvernement souverain et digne de ce nom pourrait accepter ça. Le mieux à faire d'ailleurs. Est-ce que les contribuables américains veulent vraiment dépenser 100 millions de dollars pour les envoyer à Cuba? Pourquoi ne pas simplement lever l'embargo? On ne dépense rien et on laisse simplement le commerce reprendre. Le gouvernement se moque complètement des contribuables. Le président est en train de prendre 1,8 milliard de dollars au ministère de la Justice pour les distribuer à ses alliés politiques du 6 janvier. Et pour sa famille, je veux dire, c'est juste un fonds occulte pour protéger une mafia criminelle. C'est tout ce que c'est. Pendant que Marco Rubio affirme que c'est Cuba, en réalité, la mafia criminelle. Franchement, le niveau de projection est sidérant.
Oui, Max, merci beaucoup. On a vraiment fait le tour du sujet et j'apprécie ton avis, tes conseils et ton analyse comme toujours. Et je sais que le public aussi d'ailleurs, il est très nombreux en ce moment. Tous mes vœux, Max. Merci mon ami et mes salutations à ta famille. Merci. À 3 heures cet après-midi, si vous nous regardez en direct, dans 33 minutes, retrouvez le grand Phil Giraldi et le juge Napolitano pour l'émission Judging Freedom.